Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Le ministre de la Justice, nommé par Donald Trump, prend des mesures intéressantes qui haussent les sourcils et coupent le souffle. William Barr est en guerre ouverte avec le FBI, la police fédérale américaine, et les procureurs fédéraux, tous deux qu'il est censé de diriger. Il est accusé d'ingérence dans des dossiers des associés de Trump qui ont été condamnés au cours de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une prétendue ingérence russe lors de l'élection présidentielle de 2016. Tandis que la justice américaine a récemment abandonné sa poursuite d'organisation de trolls russes, certains associés de Trump ont été reconnus coupables de crimes sans rapport avec la Russie, comme mentir aux enquêteurs ou déposer des fausses déclarations de revenus, par exemple. Mais qu'en est-il des Américains ordinaires qui sont envoyés en prison pour de tels crimes? Vont-ils également recevoir une attention particulière du ministre de la Justice? Ou est-elle uniquement réservée aux amis de Trump? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Mark Ruskin, ressortissant français, a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI, pour lequel il a reçu 5 éloges. Il est également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, et il est auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Bienvenue à l'émission, Marc. Bonjour Rachel, toujours un plaisir. Et également, alors, est-ce que le ministre de la Justice est en train d'édulcorer les conclusions du rapport Mueller concernant l'ingérence russe dans les élections, étant donné que Donald Trump est en pleine campagne politique et la course semble être assez rude contre Joe Biden? Est-ce que c'est un geste politique qu'on est en train de voir, une stratégie? Ce qu'on est en train de voir, bien, il y a, comme vous avez dit au début de l'émission, il y a beaucoup qui se passe aux États-Unis en ce moment au niveau de politique et au niveau juridique. Barr est en train de mener une enquête qu'il a commencé il y a déjà plus qu'un an, qui commence à, je crois, effrayer beaucoup de gens, des politiciens, des officiels qui ont beaucoup de puissance à Washington. Et ce qu'il a fait, c'est que pour pouvoir gérer une enquête quasi indépendante, c'est qu'il a choisi des procureurs qui ne sont pas partis du milieu de Washington. Il a des procureurs qui ont des réputations pour intégrité impeccable. Un, c'est Durham à Connecticut et l'autre, c'est un procureur de Missouri. Et il a expressément choisi des procureurs qui ne sont pas connectés à Washington et qui puissent enquêter sans avoir peur de répercussions politiques. Et cette enquête commence est basée sur de l'espionnage, des surveillances qui a apparemment eu lieu sur des citoyens américains. Et il y a beaucoup de positions de puissance qui ont peur de où est-ce qu'on peut mener cette enquête. Et quand je dis des gens dans des positions d'importance, c'est l'ancien directeur du FBI, Comey, et ses associés. Il y a et ça peut monter jusqu'à la Maison-Blanche, apparemment, qu'ils étaient au courant qu'il y avait de la surveillance sur qui n'étaient pas prédiqué d'une façon juridiquement correcte. Et il y a certains cas qu'on va aborder parce qu'on a l'impression que c'est une stratégie de pas par pas que mène William Barr, le ministre de la Justice américaine en ce moment. Et comme j'ai dit, il y a certains qui croient que c'est pour l'avantage, au nom de l'avantage politique du candidat
à sa réélection présidentielle, Donald Trump. Mais en tout cas, premièrement, j'aimerais bien toucher au cas du général Michael Flynn. Oui. Le général Flynn fut conseiller de sécurité nationale de Trump pendant peut-être 3 minutes. Non, mais en fait, un peu plus longtemps que ça, mais pas beaucoup. Il était viré puisqu'il a avoué d'avoir menti au vice-président Mike Pence pour avoir eu une conversation avec l'ambassadeur russe à Washington pendant la période de transition entre les administrations d'Obama et de Trump. Trump a dit en décembre 2017 qu'il a viré Flynn puisqu'il a justement menti au FBI. Et Michael Flynn a plaidé coupable devant le juge, avouant d'avoir menti au FBI. Le juge était censé bientôt de prononcer sa peine. Du coup, le département de justice prend la décision d'arrêter la poursuite. Une décision attribuée à William Barr. Le juge ne semble pas, pour l'instant, accepter cette décision. On verra ce que ça donne, mais apparemment, il va donner suite à cette demande. Mais c'est pas garanti, c'est pas pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? On vient d'apprendre dans les dernières 2 semaines quand beaucoup de documents qui étaient avant classifiés comme secrets viennent d'être distribués au public et aux médias. Et on vient d'apprendre que dans le cas de Flynn, et je vais commencer par parlant de mon propre expérience dans le FBI, dans presque 27 ans, j'étais 27 années comme agent du FBI, et j'ai jamais vu quelqu'un poursuivi en justice pour avoir menti à un agent du FBI. Mais Martha Stewart, mais ça c'est pas vrai, parce que Martha Stewart, par exemple, elle était condamnée, elle était envoyée en prison, elle a passé beaucoup de temps en prison parce que justement, il n'y avait rien qui restait de ses poursuites à part le fait qu'elle a menti au FBI. Conrad Black aussi, c'est un mandat de presse canadien qui en fait canadien-britannique, qui aussi, après qu'il a fait appel par rapport à tout autre chef d'accusation, il ne restait que le fait qu'il a menti et il a quand même été obligé de passer du temps en prison pour l'obstruction de justice. Alors ça, c'est pas vrai, non? Mais obstruction de justice ou entrave à la justice, c'est pas la même accusation qu'avoir menti. Chaque fois qu'il y a eu une accusation pour mentir au FBI, c'était toujours en addition à des accusations substantives. Alors, il y avait normalement le procureur a une quantité d'accusations pour des crimes économiques, pour des crimes quoi que ce soit. Et après, comme le icing on the cake, pour finir, ils ajoutaient d'avoir menti sur l'FBI. Mais mentir au FBI, c'était jamais tout seul l'accusation. C'était une accusation supplémentaire à des autres accusations. Parce que et je connais énormément d'occasions où les procureurs ont refusé d'accuser des individuels pour avoir simplement menti. C'était pour quelque chose d'autre, comme dans tous les cas que tu as cités. Et après, ils avaient ajouté mentir. Et ça donne plus de flexibilité aux procureurs pour négocier une solution. Ici, il n'y avait rien d'autre. Et en plus, la conversation, comme on a appris il y a longtemps, entre Flynn et l'ambassadeur de la Russie était enregistrée. Et les agents qui ont interviewé Flynn savaient qu'il s'était enregistré. Ils avaient lu le transcrit de la conversation avant d'aller parler avec lui. Et en plus, l'enquête avait été terminée. L'enquête contre Flynn, l'agent qui a enquêté Flynn avait écrit un document, une communication interne du FBI pour fermer l'enquête. Ils avaient décidé qu'il n'y avait rien pour démontrer qu'il y avait eu des crimes contre Flynn. Et Strzok, le numéro 1 de McCabe et de Comey, a refusé de fermer l'enquête et il est allé lui-même avec un autre agent pour l'interview.
Et je dirais que c'était essentiellement un piège, parce qu'ils savaient exactement ce qu'il y avait dans les conversations. Alors, ils ont cherché, et c'est vrai que Flynn a omis de dire que dans la conversation, il avait parlé avec l'ambassadeur au sujet, il lui a demandé à l'ambassadeur de ne pas mettre en place des sanctions, une réaction aux sanctions de Obama. Obama avait mis en place des sanctions contre les Russes. Dans la conversation, Flynn a demandé à l'ambassadeur, s'il vous plaît, ne mettez pas en place une réaction de sanctions contre notre sanction. Et c'est ça ce qu'il n'a pas raconté aux agents du FBI. C'est quelque chose de complètement anodin et quelque chose qui n'a rien à voir avec lui en train d'avoir un profit personnel ou d'avoir quel que soit comme avantage. Au contraire, c'était quelque chose qui aide le pays de ne pas mettre en place des sanctions. Et quand il a parlé avec Pence, il n'a pas nié l'existence de la conversation. Il n'a pas parlé de l'histoire des sanctions, qui faisait une des petits trucs qu'ils avaient discutés. Mais carrément pas le plus important et carrément pas quelque chose d'une importance assez suffisante pour dire qu'on avait menti à l'FBI. Et en plus, le document qui a été écrit par les agents sur l'interview n'a jamais été distribué dans le procès contre Flynn. Alors, il y a beaucoup d'irrégularités et c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que ça veut dire que si le citoyen lambda est visité par le FBI et on l'interviewe et s'il ment de passage, que c'est pas grave? S'il ment au FBI sur quelque chose que... c'est quoi la différence entre un mensonge qui est raconté par un citoyen lambda lors d'une enquête et quelque chose qui est condamnable, quelque chose qui est poursuivable en justice? Eh bien, je crois que je dirais d'abord, comme avant, que ça ajoute à un autre crime. Alors, s'il y a un autre crime substantiel et le sujet de l'interview, moi, non, c'était pas moi qui étais là, c'est pas moi qui a vendu l'héroïne, c'était un tel. Mais pour quelque chose qui est complètement anodin, normalement, le procès, c'est d'aller faire une deuxième interview. Et dans le deuxième interview, l'agent du FBI dirait, regarde, monsieur Flynn, on a le transcrit, et vous n'avez pas, dans notre première interview, là, il y a 2 semaines, vous n'avez pas parlé des sanctions, d'avoir demandé à l'ambassadeur de ne pas mettre en place une réaction aux sanctions. Et dans ce cas-là, on peut expliquer ou pas expliquer. Si c'est quelque chose d'important, on dit, c'est pas moi qui a vendu l'héroïne. On dit, bon, maintenant, on a un transcrit qui montre que c'est vous qui l'avez vendu. Mais oui, c'était pas vrai, c'est moi, excusez-moi. Et ça, c'est un mensonge qui peut être poursuivi en justice. Si vous n'avez pas parlé de ça, on dit, ah oui, tu sais, moi, l'ambassadeur, on a parlé d'une 40aine de trucs. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous raconter qu'on avait parlé des sanctions, mais si vous m'avez demandé, j'aurais bien sûr répondu, mais alors, le fait que l'enquête était fermée et qu'on a rouvert l'enquête, ça donne l'impression que qu'il a été piégé. Et en plus, il y a eu pour la réputation du FBI maintenant, personne ne va vouloir répondre, même innocent. Qui va vouloir parler avec des agents du FBI dans n'importe quelle enquête? Si on vient parler, monsieur, madame, on vous discute, ah non, moi je ne vais pas parler avec vous parce que j'ai rien à gagner et j'ai pas envie d'être accusé d'avoir oublié de vous dire quelque chose et après qu'on me met en tôle pour 5 ou 6 ans. Alors, ça c'est le grand cas qu'on discute aujourd'hui aux États-Unis. Il y a quand même 2 autres cas qui traitent des associés de Trump ou des anciens associés de Trump lors de la période de la campagne électorale de 2016. Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Trump et un autre condamné dans l'affaire Mueller, notamment pour 5 chefs d'accusation de dépôt de fausses déclarations de revenus, 2 chefs d'accusation de fraude bancaire et 1 chef d'accusation d'avoir omis de divulguer
un compte bancaire étranger. Il est aujourd'hui libéré de prison sous prétexte du coronavirus pour servir sa peine à domicile. Alors, il y a quelque chose qui frappe, j'imagine, beaucoup de spectateurs, d'auditeurs, et moi aussi, c'est le fait qu'on a enquêté ce monsieur pour une prétendue ingérence russe ou participation à celle-là, tandis que tous les chefs d'accusation sont plutôt financés. Alors, comment expliquer sa libération et aussi le fait qu'on l'a condamné pour des crimes financiers lors d'une enquête sur une ingérence électorale? Oui. Bon, mais c'est vrai qu'on a certainement l'impression que c'est un type qui est engagé dans des affaires assez louches au niveau de crimes économiques. Ça, il n'y a aucun doute. Et il a eu la mauvaise chance de travailler pour Trump parce que s'il ne travaillait pas pour Trump, sans doute, il n'aurait jamais tombé sous le microscope des procureurs. Mais comme il était dans une position importante et publique, et quand il est tombé, quand il a été accusé, c'est sans doute, j'imagine qu'il n'était pas un type avec une histoire très pristine. Le fait qu'il a été libéré, moi je ne connais pas quels sont les détails de sa santé, mais maintenant il y a énormément de condamnés pour toutes sortes de crimes, des crimes souvent avec des crimes qui ont qui sont des histoires plus violentes, avec de la drogue ou quoi que ce soit, qui sont mis en liberté maintenant à cause du coronavirus. Alors, si on laisse sortir des condamnés pour la drogue ou pour des trafic d'armes, on peut aussi laisser sortir des condamnés pour des crimes économiques. Moi, je ne dis pas oui que c'est bon ou mal, mais moi, mais c'est pas unique dans son cas-là. Alors, c'est pas du traitement spécial, notamment pour lui, tandis qu'il y a d'autres prisonniers qui sont libérés sous le même prétexte. J'imagine, il y a des milliers qui sont en train d'être libérés en ce moment, dans tous les États et dans des prisons fédéraux aussi. Et il y a aussi l'associé Roger Stone, ami proche de très longue date du président américain, et il faut que j'avoue, c'est quelqu'un que je connais très bien aussi, depuis très longtemps, condamné à prison pour avoir menti au FBI et avoir tenté prétendument de manipuler des témoins. Et en fait, il y a eu une demande pour une peine réduite dans ce cas qui est venue directement de l'exécutif du département de justice. Réaction? La peine qui a été proposée originalement n'est pas la peine typiquement accordé à ce genre de crime. Alors ça, il n'a pas été pardonné. Il n'y a pas, comme dans le cas de Flynn, il n'y a pas eu une demande de laisser tomber les charges, mais plutôt ils ont demandé aux juges plutôt de suivre il y a ce qui s'appelle aux États-Unis des Federal Sentencing Guidelines. Ça, Alors, c'est quelque chose qui est encadré. Les peines sont bien encadrées aux États-Unis. C'est ça. Alors, il y a une façon de calculer les peines. On regarde quels sont les crimes, toutes sortes de conditions, et le juge détermine un certain nombre de points. Et dépendant sur le nombre de points, ça veut dire combien de temps on va servir en prison. Qu'est-ce qui va être la peine. Alors, dans ce cas-là, les procureurs, originalement, avaient demandé une peine qui est pas typiquement associée avec ce genre de crime. Alors, la demande qui a été faite maintenant, c'est pour une peine qui suit la procédure normale pour ce genre d'accusation. Avant, c'était presque le double. Alors, ils cherchaient pas qu'il n'y a pas de peine du tout, mais que la peine soit la peine typiquement mise en place par un juge. Alors, est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui aux États-Unis qui fait rage sur cette idée que la campagne de Donald Trump était
peut-être ciblés, espionnés par des éléments à l'intérieur du FBI pour des raisons politiques. Est-ce que ça, c'est le cas ou pas? Quelles étaient les raisons qu'ils ont commencé cette enquête? On peut discuter, mais le fait qu'il y a une enquête qui était apparemment pas basée sur la loi, ça c'est, je crois, presque plus ou moins incontestable, parce que et maintenant il y a en place il y a une loi qui contrôle les mandats qui sont mis en place dans des cas de contre-terrorisme et contre-espionnage. Et c'est un tribunal secret, ça s'appelle le Foreign Intelligence Surveillance Court. FISA Court. Et en anglais. Dans ce cas-là, il y a des mandats qui ont été mis en place par le juge qui ont permis des écoutes et des interceptions électroniques sur Carter Page, qui travaillait pour le président, mais qui ont été utilisées pour toutes sortes d'interceptions. Et apparemment, d'après l'enquête qui est en place maintenant, dirigée par le procureur de Connecticut, il y a eu des mandats qui ont été basés sur des preuves. Le juge n'a pas été présenté avec tous les faits correctement. Et un exemple, c'est parce que l'interception, c'était contre Carter Page, pour des écoutes contre Carter Page. Mm-hmm. La CIA a communiqué à l'FBI au plus haut niveau que Carter Page était en train de travailler pour la CIA. Il était un indicateur, disons, pour la CIA. De la CIA, exactement. Alors, l'avocat du FBI qui a préparé le document pour le mandat a enlevé quand il a transmis le email de la CIA, il a enlevé ce petit détail. Alors, le juge qui a mis en place le mandat contre Carter Page n'était pas au courant que Carter Page était en train de travailler pour la CIA. Alors, ça, c'est quelque chose d'important, énorme, si on va... Alors, ce cours du FISA Court, c'est quelque chose qui date de... Si je ne me trompe pas, ça date... Vous avez évoqué le contre-terrorisme du post-11 septembre de cette époque-là, et c'était une manière de prendre peut-être des raccourcis afin de pouvoir recueillir des informations sur des suspects. Plutôt, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit maintenant aux États-Unis qu'il y a des républicains, des officiers, des autorités du Parti républicain qui s'en prennent au FBI, qui s'en prennent à ceux qui ont abusé cette capacité, cette loi. Pourtant, plus tôt ce mois-ci, le Sénat américain a voté pour donner, et quand je parle du Sénat américain, je parle de la majorité républicaine au Sénat, a voté pour donner au FBI une carte blanche pour accéder aux données de navigation de web des Américains, alors des citoyens lambda, sans mandat provenant d'un juge. Et ça s'appelle le FISA Extension Bill. Alors ça revient à la même chose. Et ça élargit effectivement considérablement les pouvoirs de surveillance du gouvernement américain. Alors, qu'en pensez-vous? On dirait peut-être, c'est une ironie, le fait qu'ils s'en prennent au FBI et à leur méthode quand il s'agit de la campagne de Trump, mais quand il s'agit à la protection des données et de la vie privée des citoyens lambda, ils ont l'habitude d'autoriser tout et n'importe quoi. Cette loi qui a été l'extension du FISA, et après les attaques d'Al-Qaïda, ce qui se passe souvent, c'est quand le populace a peur, ils sont prêts à sacrifier leur propre liberté individuelle pour la sécurité. Et c'est ça ce qui s'est passé avec ces lois-là. Il y avait le FISA Act et aussi le Patriot Act. Et ces deux lois, ils travaillent ensemble vraiment, donnent beaucoup de pouvoir aux gouvernements fédéraux
au sujet des enquêtes contre terroristes et contre espionnage. Et ce sont des lois qui permettent facilement de l'abus par le gouvernement central. Mais la populace, comme ils avaient peur, ils ont permis ces lois d'être promulguées. Et l'extension, mais c'est pas une loi qui dure pour toujours. Ça doit être renouvelé. Doit avoir des extensions tous les, je sais pas combien d'années, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Ça doit être, sinon ça termine tout seul. Alors, dans les derniers mois, avant mars de 2020, la loi de FISA et du Patriot Act était en point d'expirer. Alors, c'est nécessaire d'avoir une extension. Et il y a eu beaucoup de discussions au Congrès, au Sénat. Qu'est-ce qu'ils allaient extendre, qu'est-ce qu'ils allaient être l'extension et qu'est-ce qu'on allait limiter ou pas limiter les pouvoirs du gouvernement. Et il n'y a pas eu d'accord. C'était impossible pour que les démocrates et les républicains arrivent à un accord avant la date d'expiration. Alors, ils ont décidé de de pousser la balle, kick the ball down the road. C'est changer la date jusqu'à septembre pour revisiter et décider qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cette loi. Est-ce qu'ils vont le limiter ou avoir des extensions? Mais en principe, c'est plus ou moins la même loi qui existait il y a 2 mois ou 3 mois ou 4 mois. Actuellement, il y a des droits que le NSA, qui font les interceptions électroniques, ça a été éliminé. Mais sinon, la plupart de la loi est plus ou moins pas changée. Intéressant. Mark Raskin, ressortissant français qui a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI pour lequel il a reçu 5 éloges, et également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, et auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI, chez Thomas Dunn Books. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Non, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordmondial.com ou sputniknews.com.